Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 octobre 2025 et nos amis Larry C. Johnson et le colonel Larry Wilkerson sont de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry et Larry. Eh bien, cette semaine est passée vite et nous accordons au colonel Wilkerson une journée d'excuses pour la chemise. Il n'a pas eu le temps d'enfiler un costume de Superman. En fait, je n'en avais lavé aucun. Oui. Larry, commençons par le cas de Charlie Kirk. À mon avis, la seule personne qui essaye vraiment de faire comprendre aux gens ce qui s'est passé ce jour-là et qui en parle, c'est Candace Owens. Chaque jour, elle publie un nouveau podcast où elle discute de ce qui s'est passé et des personnes qui pourraient avoir été impliquées dans l'assassinat de Charlie Kirk. Récemment, elle a présenté une personne qui ressemble beaucoup plus à l'assassin sur les photos publiées par le FBI avant qu'il ne trouve Tyler Robinson. Beaucoup d'autres vidéos sortent et montrent plusieurs autres personnes présentes à cet événement qui ressemblent bien plus aux photos que Tyler Robinson. Quelle est ta compréhension de tout cela? Y a-t-il une discussion au sein du FBI? Parle-t-il de ces images? Parle-t-il de la façon dont les gens veulent savoir ce qui s'est passé ce jour-là? Quel est ton avis là-dessus? Permettez-moi de le dire ainsi. Ray Charles, s'il était encore en vie, pourrait être l'avocat de la défense de Tyler Robinson et il gagnerait l'affaire haut la main. On peut être aveugle. Mais la réalité, c'est que les preuves que le FBI a fabriquées pour accuser Tyler Robinson ne tiennent absolument pas la route. Tout, depuis l'affirmation selon laquelle il aurait caché le fusil dans son pantalon. Vous savez, ils ont cette vidéo où on voit ce type boiter en traversant la rue et ils prétendent « Oh, c'est le tireur ». Sauf qu'ensuite, on a des photos du soi-disant même homme montant les escaliers. Et au lieu de boiter ses jambes, on voit bien son genou droit et son genou gauche se plient normalement. Or, si vous aviez un fusil dans le pantalon, elle ne se plierait pas. Donc ça, c'est acheté. L'affirmation selon laquelle c'est un 30-06 qui a tué Charlie, c'est un mensonge. C'est absolument faux. Ensuite, il y a la vidéo où l'on peut voir la réaction de la foule au moment où le coup de feu est réellement tiré. Quiconque a déjà assisté à un événement sportif où l'on fait la vague, vous savez, quand on se lève et que ça fait le tour du stade, c'est exactement ce que l'on voit. Cela commence du point de vue de Charlie, regardant le public. Ça part du côté gauche et balaie la salle. Tout le monde, « Oh mon Dieu, quelqu'un a tiré !» Cela indique d'où le coup de feu est parti, pas de derrière, là où Tyler Robinson était censé se trouver. C'est venu plutôt du côté gauche et d'en haut. Ah, et Candace Owens a révélé une autre information importante. Il y a 2 jours, Kash Patel a fait une grande annonce. Ils rompent leur lien avec l'Anti-Defamation League. Oh, génial. Il s'avère qu'ils sont de mèche avec l'ADL, ciblant des gens comme Charlie Kirk depuis des années. Et qui Kash Patel a-t-il envoyé? Quel agent du FBI a-t-il envoyé sur la scène du crime? Le directeur du FBI du Connecticut. Alors vous dites, et alors? Eh bien, apparemment, dans ce bureau du Connecticut, ils partagent leurs locaux avec l'Anti-Defamation League. Donc pourquoi, parmi tous les agents du FBI possibles dans le monde, envoyer celui qui partage en quelque sorte ses bureaux avec l'Anti-Defamation League? Cette histoire sent mauvais. Et de plus en plus, on a l'impression qu'il s'agit d'un effort pour dissimuler et brouiller le fait que, 2 jours avant que Charlie Kirk ne soit tué, selon Candace Owens, il allait rompre ses liens avec Israël. Donc apparemment, il allait rompre ses liens avec Israël et 2 jours plus tard, il est mort. Heureuse coïncidence? Je ne sais pas. Carl, il ne s'agit pas seulement de Donald Trump. Et son administration doit gérer de nombreux problèmes. Attends une minute.
Vous devez aussi me laisser la chanson. Vas-y, Carl. Oui, oui. Vous savez Hercule Poirot, le grand détective d'Agatha Christie, mobile, méthode et moyens. Mobile, méthode et moyens. Larry vient de vous dire qui l'a fait en utilisant ces 3 critères. Allez-y. Colonel, il ne s'agit pas seulement de Charlie Kirk. L'administration, d'une manière ou d'une autre, ne clarifie pas ce qui se passe. Nous avons mené une enquête sur l'affaire Epstein. Hier, j'ai reçu de nombreux courriels me demandant « Pourquoi avez-vous arrêté de parler des dossiers Epstein ?» Et dans le cas de Charlie Kirk, beaucoup de gens veulent savoir ce qui s'est passé. Que se passe-t-il avec l'administration? Il critiquait l'administration Biden parce qu'il disait qu'elle ne s'adressait pas directement au public. Et Donald Trump voulait changer ce ton. Mais rien n'est sorti de l'administration. À la place, il y a le Russia Gate qui, à mon avis, n'a rien à voir avec Donald Trump et la Russie. Mais il crée de nouveaux cycles de chaos au sein de l'administration à cause de ce genre d'attitude de leur part. Je pense qu'ils font les clowns d'une manière qu'on aurait pu prévoir dès le début, mais d'une façon que même moi je trouve non seulement ridicule, mais absolument amateur et stupide. Ils ne gèrent pas ces crises comme, par exemple, Netanyahou le fait, foncer tout droit, continuer à répéter son discours et ignorer les torpilles qui foncent sur vous. Au lieu de cela, ils augmentent la vitesse, la vélocité et la précision des torpilles. Et quand je dis cela, c'est par rapport à leur propre base. C'est vraiment ce public-là qu'ils sont en train de perdre, surtout les moins de 40 ans. Et il ne s'agit pas seulement d'Israël, il y a aussi l'affaire Epstein. Tous ces mensonges pernicieux qu'ils continuent de diffuser par l'intermédiaire de la porte-parole officielle, celle qui pense que la croix chrétienne autour de son cou, ses cheveux blonds, son joli visage et tout le reste suffisent pour s'adresser au peuple américain, en particulier aux partisans de MAGA, à Kash Patel lui-même, à son adjoint, à tous ceux que vous voulez dans l'administration. Je veux dire, Hegseth et Trump eux-mêmes viennent de le démontrer à Quantico. Ils semblent incapables de gérer leurs propres paroles, leur propre propagande, leurs propres mensonges. Ils ne font que s'entêter, redoubler, tripler d'efforts, et ainsi de suite, en essayant d'ignorer et d'écarter le problème. Mais cela ne disparaîtra pas. Et cela ne devrait pas disparaître. Je veux dire, prenons Maxwell par exemple. Voici une femme qui a été condamnée pour certains des crimes les plus odieux, à mon avis, de l'histoire américaine. Et elle devrait être assise dans une prison de haute sécurité, attendant la guillotine, entre autres choses. Et ce n'est pas le cas. Elle va probablement s'en sortir. Et je pense que les gens commencent à se rendre compte qu'elle va probablement être réhabilitée, qu'elle va probablement avoir une belle vie pour le reste de son temps, et peut-être reprendre ses anciennes habitudes. C'est inadmissible. Et ces gens ne sont pas aussi décérébrés et stupides que ça, ceux qui sont dans MAGA. Certains le sont peut-être, mais la plupart ont un cerveau, en particulier les plus jeunes. Charlie Kirk l'a prouvé. Et ils ne peuvent pas gérer ces scandales. Ils n'y arrivent tout simplement pas. Ils ne vont pas disparaître. Et cela va ronger de plus en plus. Je crains que cela ne les rende encore plus désireux de déployer l'armée dans les villes américaines et de mettre en œuvre ce qu'ils veulent mettre en œuvre, c'est-à-dire une attaque d'abord contre le Parti démocrate, ensuite contre tout ce qui est associé à l'islam en Amérique, et enfin, d'une manière qui consolide plus ou moins leur capacité à faire ce qu'ils veulent avec les élections de mi-mandat, puis plus tard, la présidentielle. C'est leur objectif, je pense, maintenant. Trump est-il au courant de tout cela? C'est une autre source d'inquiétude. Je ne suis pas sûr qu'il le soit. Je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas simplement le porte-parole très incompétent d'une administration qui est en réalité dirigée en coulisses, complètement en coulisses,
Et il y a différents segments dans cette orchestration. Stephen Miller en est un qui, d'après ce que je comprends, est maintenant la principale personne derrière l'arrangement Ahmad Chalabi concernant le Venezuela, transmettant ces informations au président. Ce n'est pas très différent des informations que Cheney transmettait au président à propos des armes de destruction massive de l'Irak. De l'affaire Epstein à la situation Charlie Kirk, peu importe le sujet, il ne gère vraiment pas les choses correctement. Et Quantico en était un exemple parfait. Je suis retourné regarder certaines vidéos à nouveau. Je ne pense pas avoir jamais vu une prestation aussi incompétente de la part d'un secrétaire à la défense et d'un président, tous les deux ensemble. Je veux dire, tout simplement incompétent. Ce qu'ils ont fait n'a aucun sens. Larry, je voudrais te poser une question au sujet de la réunion que Pete Hegseth, accompagné de Donald Trump, a eue avec l'amiral et les généraux. Mais avant cela, as-tu vu la vidéo où un homme tire sur un morceau de viande avec les os encore ensemble pour montrer comment ce tir affecterait le corps, et en particulier le corps de Charlie Kirk? Quelle est ta compréhension de cela? Parce que la fusillade, est-ce qu'on sait s'il y a une sorte d'enquête en cours, puisqu'aucune image ne sort? Et d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a entendu de Candace Owens, elle a dit avoir vu les images de dos, il ne se passe rien. D'accord. Maintenant, il existe un certain nombre de photos et de vidéos qui montrent l'arrière de Charlie. Il n'y avait pas de trou de sortie. La vidéo à laquelle vous faites référence a été réalisée par un sergent retraité des forces spéciales de l'armée. Il a une chaîne YouTube appelée Valhalla VFT, Victor Foxtrot Tango. Il démontrait simplement la puissance d'une cartouche de calibre .30-06. Donc vous voyez, ils ont tiré sur un fémur de vache, et le fémur de vache est à peu près de la taille de la jambe inférieure d'un homme moyen, la jambe entière, mais c'est de l'os solide. Et ils ont mis un morceau de viande de 8 à 10 cm dessus. Il faisait entre 8 et 10 cm d'épaisseur. Et vous savez, la 30-06 a complètement pulvérisé ça. Il essayait de réfuter cette affirmation venant de ce qu'ils appelaient le coup d'acier. Eh bien, ils ont ensuite tiré sur une plaque d'acier d'un quart de pouce, une de 3/8 de pouce et une d'un demi-pouce. Pour celle d'un quart de pouce et de 3/8 de pouce, il y a eu une pénétration complète. La balle est passée à travers. Tout ce qu'il montrait, c'est que l'affirmation du FBI, selon laquelle il s'agissait d'une balle de 30-06 tirée avec un Mauser, n'est pas crédible. Cela ne résiste pas à l'examen. Mais nous avons aussi la preuve vidéo de ce qui est arrivé à Charlie. Ce que l'on voit, c'est qu'en une fraction de seconde, au moment où il est touché par la balle, le devant de sa chemise se soulève et sort, et l'arrière de sa chemise se soulève et sort aussi. Mais il n'y avait pas de balle qui ressortait. Cela a été causé par l'onde de choc de la balle entrant dans le corps. Elle est entrée dans le corps. Il y a un effet de cavitation, c'est-à-dire, vous savez, comme des ondes qui se propagent, mais se déplaçant, vous savez, plus vite que la vitesse du son, juste un mouvement extrêmement rapide. Et cela a créé une telle pression à l'intérieur de sa poitrine qu'on peut en fait voir son cou presque doubler de volume à mesure que sa poitrine se dilate. C'est ce gonflement. Donc ça a explosé à l'intérieur de sa poitrine, ce qui explique que, même si la balle a pénétré à l'endroit où se trouve l'artère carotide, on ne voit pas de jet de sang artériel. Quiconque a déjà vu quelqu'un avec une coupure artérielle sait que le sang jaillit, il pulse, le sang continue de sortir jusqu'à ce que le cœur soit à court de sang ou qu'on parvienne à arrêter l'hémorragie. On n'a pas vu ça avec Charlie. À la place, il y a juste eu ce moment. Puis tout à coup, un flot. C'est comme si quelque chose was there, oui, et que ça s'était mis à couler hors de son corps. Ex now piven you that as you for.
Désolé d'être aussi explicite, mais il est important que les gens comprennent. Donc, toutes ces preuves vidéo ne soutiennent pas l'affirmation selon laquelle il s'agissait d'un calibre 30-06. C'était une munition plus petite. Vous savez, j'ai émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de ce qu'on appelle un 300 blackout, qui existe en version frangible et à pointe molle. Une balle frangible est conçue pour commencer à se fragmenter dès qu'elle pénètre la peau humaine, et en particulier si elle touche quelque chose comme la colonne vertébrale, elle se brisera en éclats. Et quelqu'un que je connais, qui a parlé à un haut responsable de TPUSA, a dit qu'en fait, ils ont trouvé des fragments de balles, pas une balle entière intacte. Cela indique donc qu'il est très probable qu'ils aient utilisé une munition frangible. Mais ce gamin, Tyler Robinson, ce n'est pas lui qui a fait ça. Oui. Carl, penses-tu que toute l'histoire autour de Charlie Kirk est en quelque sorte la principale raison de ce qui s'est passé et de ce qu'ils essaient de faire, est liée à Israël? Parce que tu sais, comme tu l'as mentionné, comme Larry l'a mentionné, beaucoup de gens pensent qu'Israël était peut-être derrière tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres questions à prendre en compte lorsqu'on considère l'assassinat. On ne voit pas, tu sais, ces personnes. Tu as mentionné Kash Patel. Kash Patel, on en parle depuis l'arrivée de cette administration au pouvoir, en disant qu'il pourrait être un élément décisif dans l'administration Trump. Tulsi Gabbard pourrait aussi être un élément décisif en matière de renseignement. Mais on ne voit pas. Il semble que Kash Patel fusionne avec les idées de ceux qui dirigent l'administration. Il ne fait pas son travail. Il couvre simplement leur agenda. Penses-tu qu'il se passe la même chose avec Tulsi Gabbard? Parce qu'elle a littéralement disparu de la scène. On n'entend plus parler d'elle. C'est beaucoup à analyser. Laissez-moi commencer par vos derniers commentaires. Je ne pense pas que Tulsi Gabbard ait la moindre autorité au sein de l'administration, et je pense qu'elle en est consciente. Que fait-on quand on est le directeur du renseignement national et qu'on est déjà limité par sa fonction, car ce n'est pas un poste très puissant? On n'a pas donné à ce poste les moyens financiers ni les effectifs nécessaires pour en faire une position forte. Qu'est-il arrivé à Larry? Je suis là. Je suis là. D'accord, je me mouchais juste. Je voulais pas le faire devant la caméra. Compris. Compris. Premièrement, et en ce qui concerne Patel, je ne le connais pas très bien. Je n'ai jamais eu beaucoup de respect pour lui. Et parmi les choses que vous avez mentionnées, je ne pensais pas qu'il allait vraiment être d'une grande aide pour le FBI, qui est déjà un bureau dont je n'ai que très peu d'estime, et cela remonte à longtemps. Donc, pour décortiquer cette partie de votre question, je ne pense pas que les membres du cabinet, à part leur capacité à s'exprimer, comme, par exemple, le secrétaire au Trésor vient de le faire, ou le secrétaire au Commerce, mais de façon maladroite, à part cela, ait le moindre pouvoir. Je pense que le pouvoir dans l'administration Trump réside chez les personnes qui sont derrière l'administration. Ce sont vraiment les personnes fortunées qui soutiennent cette administration de différentes manières, sur différents sujets. Donald Trump en est donc le porte-parole. Je ne pense pas qu'il en soit conscient. Je crois qu'il n'est qu'un porte-parole involontaire de tout cela. Mais il est manipulé par des gens comme Steve Miller et d'autres qui ont de l'influence dans divers domaines pour aller faire ce qu'il fait de temps en temps, including ce qu'il a fait avec Hegseth en se présentant en tant que commandant en chef à la réunion de Quantico. Donc poser la question de savoir qui détient le pouvoir dans l'administration et dans le cabinet statutaire, si l'on veut, c'est poser une question qui n'a pas de réponse. À part cela, ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont tout simplement pas de pouvoir.
Je ne pense pas qu'Ancestor ait le moindre pouvoir, vraiment. Pas vraiment. Il essaye désespérément de s'en emparer, mais je ne crois pas qu'il en ait réellement. Et il peut aller à Quantico et pontifier toute la journée, cela ne lui donne pas plus de pouvoir. En fait, cela diminue le peu de pouvoir qu'il possède. Les histoires que j'entends à son sujet en ce moment, je ne sais pas si elles sont vraies, mais je les entends souvent et de plusieurs sources. Qu'il serait ivre-mort chaque soir ou d'une manière ou d'une autre en état d'ébriété n'aide pas non plus. Je suis sûr que le travail lui cause beaucoup de stress, mais je ne pense pas que ce soit un cabinet que l'on puisse évaluer selon la perspective dont vous venez de parler. Ils n'ont aucun pouvoir. Et le peu de pouvoir qu'ils ont, leur rhétorique, si vous voulez, est utilisée de manière abusive et étrange. Par exemple, le secrétaire au commerce qui parle aux Européens de ce qu'ils devraient faire pour tout améliorer là-bas. C'est absurde, totalement absurde. L'Europe s'effondre financièrement, économiquement, et peut-être qu'ils le souhaitent. Peut-être que c'est ce qu'ils recherchent depuis le début. Je ne sais pas, mais je ne considère pas ça comme un cabinet classique. Je ne vois pas cela comme une délégation classique de pouvoir par le président envers les membres clés de son cabinet. Je vois plutôt qu'il les considère comme ses plus grands ennemis et qu'il les voit comme tels dès qu'ils s'expriment ou agissent à l'encontre de ce qu'ils souhaitent. Et ils ne savent pas ce qu'il veut d'une heure à l'autre, d'un instant à l'autre, en particulier Gabbard. L'affaire de Trinidad en est un exemple frappant. Je pense que nous recevons des renseignements d'une équipe du type Ahmad Chalabi là-bas, pensez au Congrès national irakien, qui transmet des informations par l'intermédiaire de membres du personnel. Miller se distingue nettement comme quelqu'un que Trump écoute. Et c'est de là qu'il tire ses informations sur le Venezuela. Et donc, nous agissons maintenant au Venezuela avec une demi-flotte en mer au large du pays, sur la base de cela, sur la base de ces preuves fallacieuses qui lui parviennent concernant les actes néfastes de Maduro. Il reste à voir ce qu'il va faire. J'ai entendu parler de tout. D'une opération d'enlèvement comme celle que nous avons menée contre Noriega au Panama, bonne chance pour ça, jusqu'à une invasion à grande échelle. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Et en même temps, nous envisageons une reprise de la guerre avec l'Iran. C'est une administration chaotique au mieux et absolument folle au pire. Larry, quel était le but de la réunion entre Donald Trump, son secrétaire à la Défense, les généraux et les amiraux? Qu'essayait-il de faire? Quel était, selon vous, l'objectif principal? Je n'ai aucune idée, à part, vous savez, comme je l'ai déjà évoqué, la seule possibilité était simplement, vous savez que pour qu'il puisse avoir une conversation avec un commandant en particulier, spécifiquement le commandant du Southcom et celui du CENTCOM, s'il les avait convoqués individuellement, cela aurait attiré l'attention et révélé que les États-Unis allaient mener une action militaire contre le Venezuela et l'Iran. Au lieu de cela, ils le font avec les deux, donc c'est une couverture pour l'action. C'est un prétexte pour les faire venir tous à Washington, où ils pouvaient parler à ces deux-là. Mais aussi, vous savez, je suppose que c'était pour... Je ne peux même pas décrire cela comme la présentation d'une nouvelle philosophie. Cela m'a profondément troublé à bien des égards, tout comme le colonel Wilkerson. Le fait que Donald Trump ne comprenne pas le Pos Comitatus, qui est une loi fédérale interdisant aux troupes américaines d'entrer dans les villes, à moins qu'elles ne soient placées sous l'autorité de la Garde nationale et activées par un gouverneur. Le fait que Donald Trump ne comprenne pas que le personnel militaire, les troupes au sol, l'infanterie, ne sont pas des agents des forces de l'ordre, qu'ils ne pensent pas et n'agissent pas comme des policiers, et qu'ils créent ce mythe selon lequel ils vont essentiellement traiter les citoyens américains comme des ennemis de l'État.
Vous savez, je comprends la frustration face aux émeutiers d'Antifa, mais encore une fois, l'incapacité à les gérer est la faute des autorités locales qui refusent d'exercer le pouvoir dont elles disposent. Et puis Hegseth, vous savez, je pense que Doug McGregor a fait le meilleur commentaire hier soir, quand Hegseth a essayé de dire « Oh, vous avez tous prêté serment de défendre la Constitution ». En réalité, il parlait de Mark Milley. Et Milley avait évoqué ce serment qu'il prête, sans comprendre que l'autre partie du serment consiste aussi à obéir aux ordres des dirigeants civils. Donc dans cette situation, nous avons des personnes, Trump et Hegseth, qui ne comprennent vraiment pas bien les fondements juridiques de ce pays. Ils se sont lancés dans leur propre djihad personnel, et cela va mal finir pour nous, car Hegseth n'a dégagé aucune forme de gravitas. Vous savez, il m'a rappelé un enfant qui se déguise en médecin et essaye de faire semblant d'en être un, sans jamais être allé à l'école de médecine. Mais l'autre chose troublante, et le colonel Wilkerson m'a déjà entendu le dire, c'est qu'il n'y a pas eu un seul membre parmi tous ces généraux et amiraux réunis qui s'est levé, est sorti et a dit « Je ne vais pas faire partie de ça ». Ils ont tous suivi le mouvement. Et cela me dit simplement, je considère cela comme une forme de lâcheté, parce que je ne peux pas croire que chaque homme et chaque femme dans cette assemblée étaient d'accord avec ce que disait Donald Trump, car certaines de ces déclarations auraient constitué des ordres illégaux. Au lieu de réagir en disant « je démissionne de mon poste et il y a des conséquences à cela », mais au moins on préserve son intégrité. Aucun d'eux ne l'a fait. Permets-moi d'ajouter, Nima, que je perçois les propos de Trump, même s'ils étaient parfois incohérents, comme disant qu'il allait utiliser l'armée, peut-être commencer par la milice, mais peut-être même les forces actives si la milice ne suffisait pas, pour attaquer ses opposants démocrates dans leur ville, essentiellement pour attaquer ses opposants démocrates à Chicago, à Portland, à Los Angeles, où qu'ils se trouvent. On n'allait pas voir ces déploiements dans des villes majoritairement républicaines. On allait les voir dans des villes à majorité démocrate. Et il a présenté cela sous le prétexte de la sécurité, car il a dit que les villes démocrates, New York, Chicago, étaient les plus mal gérées du pays. D'ailleurs, c'est le message de Charles Koch depuis 35-40 ans, dans sa tentative de prendre le contrôle des législatures d'État, et ainsi de suite. Ne pensez pas que ces empreintes digitales ne se trouvent pas aussi quelque part ici, tout comme celles de nombreux autres milliardaires. La deuxième chose que j'en ai tirée, et je vais devoir diverger un peu de l'avis de Larry sur ce point, c'est que j'ai vu la visioconférence sécurisée passer d'un système vraiment rudimentaire et frustrant, par exemple au PACOM, au début des années 80, à quelque chose d'absolument remarquable sous le président George W. Bush et lors de cette campagne particulière en Irak. Je veux dire, c'était comme si le général était dans la pièce avec vous et le président dans la pièce avec le général. Donc il n'est pas nécessaire de faire venir les gens. Et je vous dirais même que c'est plus sûr de procéder ainsi que de faire venir des personnes dans une salle à Quantico. Et je pense savoir de quelle salle il s'agissait. J'y ai enseigné, là-bas. J'y ai passé 4 ans. Cet endroit est incroyablement peu sécurisé, même si on essaie de le sécuriser avec les moyens physiques dont on dispose. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, à part pour la raison évoquée par Hegseth, qui était surtout de mettre en avant ses propres compétences. Et ce qu'il a fait, c'était pas du tout ça. Il a complètement ruiné toute légitimité qu'il aurait pu avoir, rien que par la nature de ses actes, en particulier lorsqu'il leur a parlé comme s'il en savait plus qu'eux sur les opérations militaires. C'était extrêmement condescendant. Regardez à nouveau, c'était vraiment condescendant.
Et il va se permettre d'être condescendant envers toute l'expérience réunie dans cet amphithéâtre. Quelle expérience Hegseth a-t-il? Aucune. Il n'a aucune expérience. Aucune expérience au niveau dont il parlait. Donc c'est vraiment étrange pour moi qu'ils aient fait cela, à moins qu'ils ne voulaient que Hegseth montre ses références. Il ne l'a pas fait du tout. Et Trump a dit à ces gens, et voyez leur réaction, qu'ils allaient l'aider à éliminer les démocrates. Et au fait, en même temps, on va éliminer les musulmans parce qu'il y en a trop dans les villes. Mon Dieu, ils vont bientôt instaurer la charia ou quelque chose comme ça. Donc il faut les éradiquer. Il a plein de gens dans son administration, et parmi ses conseillers qui croient cela, et veulent le diffuser dans le monde. Ils pensent que les musulmans vont prendre le contrôle de ce pays et de l'Europe aussi. C'était d'ailleurs une partie des propos tenus hors micro par le secrétaire au commerce. Vous avez trop de musulmans parmi vous. Ils vont vous dominer. C'est absurde, Nima. Et cette réunion était absurde. Sauf si l'on accepte, je crois, et je l'ai fait, que tout cela n'est qu'une mascarade. C'est une mascarade. Mais derrière cette mascarade, ce cirque à 3 pistes, composé du président au centre, Rubio à gauche ou à droite, selon votre préférence, et Hegseth dans l'autre, ce cirque à 3 pistes cache des gens très dangereux. Des gens très dangereux, parmi lesquels ceux qui sont avec nous depuis les années 30, qui veulent vraiment le fascisme dans ce pays, et voient Trump et ses sbires comme l'instrument idéal pour y parvenir aujourd'hui. Et Trump, tout comme Hegseth, font suffisamment de choses sur le plan national pour me faire penser qu'ils en sont tous les deux conscients. Et ils l'acceptent pleinement. Vous savez, c'est une sacrée déclaration à faire. Mais je pense vraiment, je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, ils n'ont pas échoué le 6 janvier parce que le système a tenu. Ils ont échoué parce que les comploteurs du coup d'État étaient incompétents. Larry, en regardant le Moyen-Orient et la manière dont la Russie fournit, je veux dire, il semble que la Russie fournisse à l'Iran des armes et des systèmes de défense aérienne. D'ailleurs, nous avons entendu des responsables iraniens, hier et avant-hier, dire qu'ils avaient reçu des S-400 et des avions de chasse, des MiG-29, si je ne me trompe pas. Des flanqueurs, je pense, oui. Oui. Comment voyez-vous la situation au Moyen-Orient? Sommes-nous au bord d'une nouvelle guerre là-bas? Eh bien, la réponse courte est oui. Permettez-moi simplement de faire un autre commentaire en lien avec Hegseth et Trump. Cette rebaptisation du département de la Défense en département de la guerre. Vous savez, le département de la Défense a été créé en 1947. Il est devenu officiel en 1949. Avant cela, c'était le secrétaire à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque nous étions en guerre. Mais le concept du département de la Défense n'était pas d'impliquer une attitude passive, mais plutôt de protéger, pas d'attaquer. Or, Trump et Hegseth ont complètement inversé cette idée et ils affirment désormais que les États-Unis doivent être prêts à faire la guerre. Eh bien, c'est exactement ce que nous semblons préparer en ce moment vis-à-vis de l'Iran et du Venezuela. On ne déploie pas 4 destroyers lance-missiles au large du Venezuela, 3 navires de débarquement amphibies, un croiseur et tout un escadron de chasseurs F-35 simplement pour un exercice. Ce n'est pas un exercice militaire. Ils se préparent à une attaque. De la même manière, nous voyons maintenant l'afflux d'avions de combat et de forces navales vers le golfe Persique, à proximité de l'Iran. Au lieu d'aborder la situation avec l'idée de désamorcer les tensions et de minimiser le risque de guerre, Trump, malgré ses ambitions pour un prix Nobel de la paix,
semble faire tout ce qu'il peut pour provoquer une nouvelle guerre. La bonne nouvelle pour l'Iran, c'est qu'il ne reste pas les bras croisés à attendre d'être attaqué à nouveau. Je pense qu'ils comprennent parfaitement qu'ils vont être attaqués. Et cette fois, ils seront prêts d'une manière différente de la dernière fois lorsqu'ils n'avaient pas riposté immédiatement contre les États-Unis. Ils avaient concentré leurs attaques sur Israël. Et même lors des attaques contre Israël, ils avaient limité leur réponse. Ils n'avaient pas déployé tout leur potentiel. Si l'Iran est attaqué à nouveau, je m'attends à ce qu'ils déchaînent pleinement leur puissance, à la fois contre Israël et les États-Unis. Car à ce moment-là, ils comprendront qu'ils sont en guerre avec les États-Unis. Les États-Unis ne prennent aucune mesure pour cacher cela. Je pense que Larry a raison à ce sujet. J'ajouterai à la panoplie de forces au large du Venezuela. J'ai entendu hier que le navire de croisière relativement récent dont disposent les forces spéciales s'y trouve avec elle. C'est un immense complexe que le SOCOM a financé, et il navigue en haute mer pour soutenir des opérations contre d'autres navires soupçonnés de transporter des matières radioactives, de la drogue ou tout autre type de contrebande. C'est en quelque sorte une base flottante pour les forces spéciales. Tout le monde, des Delta aux Rangers, peut occuper les couchettes à bord. Ce navire est également présent, ce qui est préoccupant dans la perspective de mener une opération du type Noriega contre Maduro au Venezuela. Et je suis d'accord avec Larry à 100% sur la question de l'Iran. Si j'étais les Perses en ce moment, tu sais, les Iraniens, Nima, je dirais aux États-Unis, allez, nous allons vaincre Israël et nous ne ferons rien contre vous tant que la défaite ne sera pas totale. Mais si vous rejoignez Israël, nous vous affronterons aussi. Je rendrai cela public. Je le dirai publiquement, ou au moins en privé aux personnes qui comptent. Je ne veux pas de guerre avec vous. Je ne veux pas de guerre avec vous. C'est Israël qui va commencer, et c'est moi qui vais finir, et je vais en finir avec Israël. Si vous ne pouvez pas accepter cela au point de devoir intervenir, alors je vous affronterai aussi. Et il se peut que je tombe, mais vous tomberez avec moi. Larry, depuis la dernière fois que nous avons eu le conflit, la guerre entre l'Iran et Israël, est-ce qu'Israël dispose de quelque chose de nouveau, un élément qui change la donne, ou se sent-il d'une manière ou d'une autre plus confiant pour entrer en guerre contre l'Iran? Qu'ont-ils reçu des États-Unis ou de l'Europe? Rien. Je veux dire, les États-Unis ne peuvent rien leur donner qui changerait la donne. Nous n'en avons pas. Le véritable élément décisif serait un système de défense aérienne efficace, ce que ni Israël ni les États-Unis ne possèdent. Les seuls deux pays disposant de systèmes de défense aérienne réellement éprouvés et compétents, en particulier contre les missiles balistiques et hypersoniques, sont la Russie et la Chine. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le système chinois, je crois qu'il s'appelle le HQ-9, serait apparemment en possession du Venezuela. Donc, le fait que les Chinois aient équipé les Vénézuéliens d'un système de défense aérienne, je ne sais pas s'il est capable d'arrêter un F-35. Nous le découvrirons. Mais, vous savez, cette poussée mondiale vers la guerre de la part de l'Occident, je veux dire, ce ne sont pas la Russie et la Chine qui agitent et créent des provocations pour essayer de susciter une riposte de notre part. C'est nous qui provoquons. L'Iran a fait tout ce qui était possible pour montrer sa volonté de négocier. C'est pourquoi il a signé l'accord du Caire pour permettre à l'AEOA de revenir en Iran pour des inspections. Même si l'AEOA avait été utilisé comme un instrument d'espionnage contre l'Iran et que ces informations ont finalement servi à assassiner des scientifiques iraniens. Néanmoins, l'Iran était toujours prêt à se conformer aux réglementations internationales.
Voici la réalité. Avant l'attaque d'Israël des 12 et 13 juin, l'Iran était membre du traité de non-prolifération. Il en était signataire. Il faisait partie de l'AIEA, acceptait les protocoles de l'AIEA. Ils respectaient les règles. Et parce qu'ils ont respecté les règles, ils ont été attaqués, bombardés, et des membres de leur personnel de haut rang ont été assassinés. Cela envoie un message très clair. Il n'y a plus de raison de jouer selon ces règles internationales. La puissance dans le monde que tout le monde apprend à détester n'est pas l'Iran, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine. La puissance dans le monde que tout le monde apprend à détester, à part elle-même, c'est nous. Oui. Tu sais ce qui est vraiment incroyable en ce qui concerne l'opinion publique iranienne et la façon dont la guerre en Iran l'a changée? Je vois littéralement des gens qui étaient totalement contre le gouvernement en Iran, qui le critiquaient. Et maintenant, tu sais ce qu'ils disent en Iran? Ils disent si Israël attaque tous les pays de la région, s'ils ont des bombes nucléaires, et que nous n'avons attaqué personne dans la région. Cela fait 200 ans que nous n'avons envahi aucun pays. Nous ne les avons pas attaqués. Nous n'utilisons pas d'armes nucléaires. Nous n'avons pas d'armes nucléaires. Nous faisons partie du TNP. Nous faisons tout pour montrer à l'Occident que nous ne poursuivons pas, que nous ne cherchons pas à obtenir des armes nucléaires. Mais après tout, nous sommes attaqués alors que nous négocions avec les États-Unis. Vous savez, cela change radicalement l'opinion publique en Iran. Les gens ne ressentent plus cela. Avant, ils pensaient que le gouvernement iranien était tellement hésitant à parler avec les États-Unis qu'il ne voulait pas négocier avec l'Occident, avec les États-Unis. Mais ce ton a complètement changé, Larry. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un qui comprenne la situation en Iran et puisse parler de ces questions auxquelles le peuple est confronté. Parce que le principal objectif, à mon avis, reste le changement de régime. Et cela n'arrivera pas. Je pense que le régime tombera complètement lors d'une guerre, pas des mains de son propre peuple, mais lors d'une guerre, avant de permettre que cela arrive. Et ils ont désormais les moyens et probablement le soutien pour rendre la situation très risquée, même avec la participation de l'Empire. Je pense que tu as raison à ce sujet. Et je pense que la cohésion du peuple iranien est un facteur important. Si la seule façon pour les États-Unis de vraiment provoquer un changement de régime devait être d'envoyer des troupes au sol en Iran, ils bloqueraient l'opération. On se retrouverait avec un Afghanistan multiplié par 5, en termes de coûts, en vies humaines, en ressources et en années, et la situation ne serait pas meilleure à la fin. Ce serait un désastre pour les deux pays, un désastre absolu et un désastre pour la région. Je suis cependant plus inquiet en ce moment de ce que j'entends concernant ce que les Israéliens ont fait avec leur capacité, depuis un sous-marin, d'utiliser une arme nucléaire et de la déployer, les plaçant dans cette position existentielle où peut-être les États-Unis, Donald Trump, hésitent un instant à faire quoi que ce soit pour ressusciter Israël une fois qu'il est en péril existentiel, en train de sombrer, en d'autres termes. C'est une situation très dangereuse. La puissance nucléaire dangereuse au Levant n'est pas l'Iran, qu'elle soit latente, comme vous savez on dit que le Japon l'est, ou réelle, ce n'est pas l'Iran, c'est Israël. Israël a démontré de façon concluante depuis le 7 octobre, avec chaque jour qui passe apportant de nouvelles preuves, que c'est le pays homicide et maniaque du Levant, et qu'il ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un ne l'arrêtera pas. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Regardez cet accord. Si vous n'avez pas lu l'article de Daniel Levy, je vous l'enverrai. Il parle de cet accord et le démonte complètement.
il le détruit de bout en bout. Ce n'est pas un accord. C'est la même chose qu'avant, sans même une bonne dissimulation. Et Tony Blair, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, c'est incroyable ce qu'on attend du Hamas et de la région, vu la façon dont cet accord est construit. C'est absurde. Autant dire, OK, au revoir la Palestine, au revoir les Palestiniens. Mais on va mettre un peu de maquillage dessus, et on va laisser Blair empocher quelques centaines de millions de dollars de plus en le faisant. Larry, le Pakistan affirme que le plan de paix de Donald Trump est différent de ce qui a été convenu avec les États arabes, car ils ont envoyé un projet aux États arabes, et ce qui est actuellement discuté est différent. Il semble que Netanyahou ait apporté sa propre sorte de correction au plan de paix. Je ne sais pas, est-ce que cela le rend plus prometteur pour les États arabes, la façon dont Donald Trump le présente? Parce que voici ce qu'il a dit hier. Sur 7 guerres. Nous avons mis fin à 7 guerres. Maintenant, cela pourrait être 8. Vous avez vu, vous avez rapporté, vous étiez là hier. Il semble que le Moyen-Orient pourrait enfin être résolu après environ 3000 ans. Nous allons obtenir plus que Gaza. Nous aurons Gaza, plus la paix. Une paix globale. Ce serait un accomplissement incroyable. Et ensuite, nous réglerons la question de la Russie d'une manière ou d'une autre. Nous allons y arriver. Je pensais que ce serait si facile. Ça s'est avéré difficile. Nima, je dois dire une chose rapidement. 3000 ans. Vous plaisantez? Pendant 2500 de ces 3000 ans, c'était un endroit relativement paisible. Oui. C'est seulement les exportateurs britanniques et les Américains sont intervenus. Je vais passer un extrait du son propos, Carol, mais avant cela, donner son avis. Eh bien, Jeffrey Sachs, qui était à l'ONU lorsque tout cela se passait et qui a parlé avec des membres de la délégation arabe que Trump avait rencontrée, a confirmé que ce que Trump avait annoncé avec Bibi Netanyahou était une trahison, ou du moins totalement en contradiction avec ce qui avait été convenu, ce que les pays arabes avaient été informés de ce qui figurerait dans le plan. Je trouve la réaction de Vladimir Poutine digne d'intérêt. Dans son discours d'hier à Valdai, il a eu de nombreuses occasions de s'en prendre à Donald Trump, de critiquer sa rhétorique et de qualifier le plan de stupide. Mais au lieu de cela, Poutine est resté sur la voie de la hauteur. Il a dit qu'il saluait l'initiative de Trump à condition qu'il s'agisse d'une solution à 2 États. Donc encore une fois, il maintient qu'il existe une voie diplomatique, mais qu'elle doit inclure une solution à 2 États. Eh bien, Netanyahou a immédiatement fait échouer ce plan le jour même où il était avec Trump. Lorsqu'il est rentré en Israël, il a dit en hébreu, « Non, nous n'allons pas faire ça. Il n'y aura jamais d'État palestinien. » Donc, vous savez, je pense que beaucoup de pays arabes et islamiques veulent donner l'impression d'être raisonnables, qu'ils sont prêts à envisager le plan de Trump. Mais en réalité, Trump est complètement, comme l'a dit plus tôt le colonel Larry Wilkerson, complètement possédé, acheté et payé par les sionistes, ce qui inclut des juifs et des chrétiens. Cette classe aisée de sionistes qui inonde Israël d'argent pour manipuler l'opinion publique aux États-Unis. Vous savez, ils font maintenant face à une véritable menace, car comme vous l'avez vu, Tucker Carlson ne recule absolument pas. Tucker Carlson is not backing down one bit. And the other night when he interviewed Jeffrey Sachs. L'autre soir, lorsqu'il a interviewé Jeffrey Sachs, l'entretien a eu lieu environ 20 minutes après que Tucker ait prononcé un monologue disant en substance « Pourquoi diable les États-Unis, un pays de 350 millions d'habitants, se laissent-ils mener par le bout du nez par un pays de 7 millions, au point de devoir subordonner nos intérêts aux leurs? Non. » C'était donc franc, et il persiste et signe. Et je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui.
Ce plan de paix pour Gaza, à mes yeux, a surtout été conçu pour un effet politique intérieur aux États-Unis, peut-être pour tenter d'apaiser la colère et l'indignation croissante dirigée contre les sionistes. Mais je ne pense pas que cela fonctionnera. Et ce plan, comme je l'ai écrit le soir de son annonce, est mort-né. Il n'ira nulle part. Et comme Larry vient de le décrire, c'est cette prise de conscience, même de façon incohérente ou peu importe, à laquelle Charlie Kirk était en train d'arriver. Et il a essayé, si vous lisez attentivement ces 6 pages, il a essayé de communiquer cela du mieux qu'il pouvait, sans complètement aliéner Bibi Netanyahou avec ce fait. Et vous savez, il est mort. Colonel, Larry a mentionné l'entretien que Jeffrey Sachs a eu avec Tucker Carlson. L'un des points principaux, à mon avis, pendant l'interview, était la façon dont Jeffrey Sachs parlait de l'origine du sionisme. Il a dit que cela venait de l'Empire britannique, le même genre d'idée, vous voyez, et qu'ils ont influencé les juifs libéraux. Et nous avons eu des sionistes chrétiens et des sionistes juifs qui se sont réunis. Mais après tout, toute l'idée venait de l'Empire britannique. Ce colonialisme, cette sorte de « nous pouvons faire ce que nous voulons ». Mais en regardant la façon dont Jeffrey Sachs présente le concept de sionisme, pensez-vous que nous avons encore affaire à l'Empire britannique, je dirais, en Ukraine et au Moyen-Orient? Absolument. Absolument. On ne peut pas se débarrasser de la perfide Albion comme on les appelait à l'époque. Ils sont toujours là. Ils vivent encore des vestiges de leur empire, qui sont essentiellement renforcés par nous. Mais malgré tout, ils sont toujours là. Je reviens à ce message que le chef de station de la CIA, je crois qu'il était à Beyrouth en 1948, juste après la guerre, a envoyé au siège de la CIA avec copie au président et au secrétaire à la Défense. Et ce message disait essentiellement en substance « Arrêtez de me parler des Soviétiques. Ce ne sont pas mes ennemis ici. Mes ennemis, ce sont les Britanniques qui essaient de conserver leur empire. » Il est mort dans un accident d'avion environ 1 semaine après cela, si je me souviens bien. Une mort mystérieuse car l'avion s'est écrasé dans le désert et personne ne savait pourquoi. Il disait encore la vérité. Le grand ennemi que nous avions depuis si longtemps, et nous le savions. Nous ne voulions tout simplement pas l'admettre parce que nous avions des gens qui étaient anglophiles, et à juste titre, surtout avec Eisenhower. Eisenhower s'est bien sûr complètement ravisé en 1956, mais il était un grand anglophile. Je veux dire, on ne peut pas passer tout le temps qu'il a passé en Angleterre. Il a passé la majeure partie de son temps en Angleterre, sans être adoré par Winston Churchill et toute cette équipe. Nous avons agi comme protecteurs des vestiges de l'Empire britannique, et ce depuis longtemps, on pourrait dire depuis son effondrement en 1956. L'Angleterre a laissé ses empreintes partout dans cette affaire. Et je remonte à Napoléon en 1788. Quand était-ce? Lorsqu'il, juste avant de perdre sa flotte face à Nelson lors de la bataille du Nil, commençait à comprendre à quel point les différentes communautés juives de la région qu'il cherchait à conquérir, principalement l'Égypte, mais aussi les zones environnantes comme la Syrie, étaient puissantes. Il a commencé à les intégrer parce qu'elles avaient de l'argent, de l'influence, et qu'elles étaient de bons combattants. Je pense que c'est à ce moment-là, dans l'histoire, qu'a commencé cette idée de ressusciter les Juifs d'autrefois comme alliés dans des zones clés. Et cela a été repris de manière significative par les Britanniques lorsqu'ils ont compris ce qui arrivait à leur empire, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale a pratiquement mis un point final à tout cela. C'est ainsi que cette idée est devenue une sorte de politique que certains ont réellement essayé de mettre en œuvre.
utiliser l'argent et la puissance militaire des Juifs dans cette région pour aider à maintenir l'Empire intact. Et cela nous a simplement été transmis. Et cela a coûté cher aux Britanniques, bien sûr. Qu'était-ce donc l'hôtel King David, où ils ont perdu beaucoup des leurs à cause des terroristes juifs? Les Juifs ont toujours été les meilleurs terroristes du monde. Je suis désolé. Et je ne parle pas des Israéliens. Je dis que les Juifs ont été les meilleurs terroristes du monde. Larry, l'autre point sensible dont Jeffrey Sachs et le Dr Carlson ont parlé hier était le cas de la mosquée Al-Aqsa. Et voici ce qu'ils ont dit. La reconstruction du temple n'est presque jamais évoquée publiquement aux États-Unis, mais il y a un énorme effort, d'ailleurs financé par de nombreux chrétiens. Pour être tout à fait clair, au Texas, par exemple, il existe toute une fondation, plusieurs fondations même, créées pour favoriser cela. Mais il y a cette sorte de mouvement en coulisses pour reconstruire le temple à Jérusalem, ce qui nécessiterait la destruction du troisième lieu le plus saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. J'ai parlé à plusieurs personnes à ce sujet qui pensent que c'est imminent, qu'il n'est pas fou de croire que la mosquée pourrait être détruite pour faire place au troisième temple. Craignez-vous cela? Si cela se produit, que se passera-t-il ensuite? Eh bien, l'extrémisme affiché en Israël est significatif. Comme je l'ai dit, c'est le pays le plus hors la loi du monde aujourd'hui. Israël est l'État voyou par excellence. Israël viole ouvertement toutes les limites. Israël fait la guerre où il veut. Il assassine des gens, des dirigeants étrangers, où et quand il le souhaite. Il agit avec une impunité et un mépris total. Et Netanyahou pense qu'il contrôle, et c'est peut-être le cas, le gouvernement américain, donc il croit pouvoir tout se permettre. Il ne fait aucun doute qu'il existe un mouvement du troisième temple qui fait partie de cette coalition. Aucun doute non plus qu'il y a dans ce gouvernement des personnes qui n'ont absolument aucune limite, qui parlent ouvertement, ils l'ont déjà dit, de rendre Gaza totalement inhabitable et invivable. C'est un nettoyage ethnique ou un génocide ou une combinaison des deux. Il n'a pas mentionné le fait que Ben Gvir s'est effectivement rendu sur le mont du Temple et a déclaré qu'il allait faire exactement ce que Jeffrey a laissé entendre. Je pense que la plupart des personnes qui nous regardent ou nous écoutent en ce moment ne sont pas des gens qui ont grandi ou été élevés dans une culture, ce que j'appelle la culture eschatologique. L'eschatologie est la doctrine des choses dernières. C'est ce concept selon lequel, dans les livres que vous considérez comme des écritures saintes, que l'on parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament ou du Coran, il existe des passages qui évoquent des événements à venir, ou ce qui amène la fin des temps et le jugement. Et les personnes qui n'ont pas grandi dans cet environnement ne comprennent pas à quel point cela est profondément ancré chez ceux qui y croient. En conséquence, ils essaieront même de prendre des mesures pour que ces choses se réalisent. Il existe un grand groupe au sein du mouvement sioniste. Ce n'est pas seulement juif, c'est aussi chrétien. Et ces foules ultra-sionistes croient vraiment qu'il faut provoquer la bataille d'Armageddon. Car tout cela, du point de vue chrétien, c'est la préparation au retour de Jésus. Du point de vue juif, du judaïsme conservateur, il ne s'agit pas du retour de Jésus, mais de la venue du Messie. Ils n'acceptent pas Jésus comme le Messie. Et je ne connais pas vraiment en profondeur la perspective musulmane, mais ils attendent aussi la venue ou le retour d'un prophète. Mais Larry, ils disent l'homme qu'ils appellent le Mahdi, l'un des descendants du prophète Mahomet, va revenir avec Jésus. Avec Jésus, exactement. J'allais justement dire cela.
Donc vous savez, cet aspect religieux, il concerne les musulmans, les chrétiens, les juifs, et pourtant beaucoup de ces dirigeants laïcs, comme Donald Trump, ne comprennent pas du tout cela. Vous voyez, ce n'est pas ce qui le motive. Il ne comprend même pas ses motivations. Bibi Netanyahou non plus. Ce n'est pas ce qu'il pousse. Maintenant, comme l'a noté le colonel Larry Wilkerson, Smotrich, Ben Gvir, absolument. Je veux dire, eux y croient. Et, vous savez, il paraît qu'ils ont mis la main sur une génisse rousse parce qu'ils vont sacrifier cet animal. Tuer cet animal qui est complètement pur. Pas un poil noir, pas un poil blanc. Il est entièrement roux. Et quand ils le tueront, apparemment cela va annoncer le retour du Messie. Donc ces gens-là, ils ont la même mentalité que Jim Jones. Vous vous souvenez de ce fanatique religieux qui est allé en Amérique du Sud et a poussé tous ses adeptes au suicide? C'est de cette mentalité dont il s'agit ici. Et certains pourraient penser, « Oh, Johnson, tu es complètement à côté de la plaque. » Non, ces gens y croient vraiment. Et ils agissent au sein d'une population où, selon moi, la majorité des gens n'a pas cette perspective ou cette compréhension religieuse. Donc ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe sous leurs yeux. Et si vous voulez vraiment voir cela illustré, allez aux conférences Christians United for Israel du pasteur John Hagee. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Je veux dire, ils sont unis, sachant, même s'ils ont lu les livres de Hagee, que la personne à ma droite, avec qui je suis bras dessous, va mourir parce que Jésus va la tuer. Ce sont des non-croyants, mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Et ils sont ensemble pour la fin des temps, chacun ayant une vision différente de la fin des temps, une vision qui est antithétique à la survie de l'autre camp, et pourtant ils sont alliés. Hagee a envoyé 300 millions de dollars aux colonies de Cisjordanie. Carole, je crois vraiment que ce qui se passe au Moyen-Orient ne vise pas seulement les musulmans, mais aussi les juifs, les chrétiens. C'est contre l'humanité tout entière. Disons-le comme ça. Et Donald Trump a affirmé qu'il n'y avait pas de paix au Moyen-Orient, mais c'est totalement faux. En regardant ce qu'a dit le professeur Avi Schleim, il est juif israélien, il a abordé exactement le point que Donald Trump a mentionné, celui que tu as souligné. Avant l'émergence de l'État d'Israël en 1948, il y avait un grand nombre de Juifs vivant dans le monde arabe, environ 800 000. Il y avait des Juifs au Liban, en Syrie, en Égypte et en Irak. La communauté juive d'Irak était la plus ancienne, remontant à 2 millénaires et demi. C'était la plus prospère, la plus réussie et la mieux intégrée à la société locale. Mais avant 1948, il y avait des Juifs dans tout le monde arabe, et la coexistence entre musulmans et Juifs n'était pas un rêve lointain, c'était la réalité quotidienne. Juifs et Arabes vivaient côte à côte jusqu'à l'arrivée du sionisme. Ma famille et moi, nous étions des Juifs arabes. Nous parlions arabe à la maison, nous ne parlions aucune autre langue. Notre culture était une culture arabe. Notre nourriture était la plus délicieuse, épicée, typiquement moyen-orientale. Ce n'était pas de la cuisine européenne. Donc, à tout point de vue, nous étions des Juifs arabes. Nous, Juifs arabes, avions bien plus en commun sur le plan linguistique et culturel avec les non-Juifs qui nous entouraient. Nous avions bien plus en commun avec eux qu'avec les Juifs d'Europe de l'Est. En mars 1950, le Parlement irakien a adopté une loi stipulant que tout Juif souhaitant quitter le pays était libre de le faire. Ils avaient 1 an pour s'enregistrer afin de partir avec un visa aller simple, et peu de Juifs se sont inscrits pour partir. Puis, l'année suivante, 5 bombes ont explosé dans des locaux juifs à Bagdad, ce qui a provoqué une panique et contribué à précipiter l'exode vers Israël. Yosef Basri, un avocat de 28 ans et un sioniste fervent, était responsable de 3 des 5 bombes.
Le superviseur de Basri était un officier du renseignement israélien nommé Max Bennett. C'est lui qui lui donnait les ordres. C'est lui qui lui fournissait la TNT. En 1950, il y avait 135 000 Juifs en Irak. À la fin de 1952, il ne restait plus qu'environ 10 000 Juifs en Irak et 125 000 Juifs avaient fini par arriver en Israël. Nous avons quitté l'Irak en tant que Juifs et nous sommes arrivés en Israël en tant qu'Irakiens. Le problème, c'est que Israël prétend être l'État des Juifs. Israël prétend parler au nom de tous les Juifs, partout dans le monde. Le sionisme est une affaire ashkénaze. Cela n'a rien à voir avec nous. Voilà un peu d'histoire pour vous, de l'histoire exacte. Et les gens le ressentent. Ils voient ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe au Liban. Ils détruisent tout. Ce qui se passe en Palestine. Il ne s'agit pas seulement des musulmans, mais aussi des chrétiens. Le patrimoine des Juifs, des chrétiens et des musulmans dans cette région est en train d'être détruit par ces guerres sans fin au Moyen-Orient. Et mon point de vue, je continue d'insister, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais mon point de vue, c'est qu'Israël fait cela pour réaliser le rêve sioniste, peut-être même le rêve sioniste radical. Mais nous utilisons cela. Nous utilisons cela pour déstabiliser le Levant. Nous utilisons cela pour provoquer des changements de régime dans ces pays que nous n'aimons pas, le dernier en date étant l'Iran. Donc on peut blâmer Israël toute la journée. Et j'ai eu cette conversation, j'étais récemment à l'université Columbia pour les Peace Games avec Jeff Sachs. Et j'ai eu cette conversation à la table du déjeuner presque à chaque fois que nous nous asseyions. Nous le faisons. Nous l'encourageons. Si vous voulez détester quelqu'un, vous pouvez détester Bibi. Vous pouvez détester les personnes qui dirigent Israël en ce moment. C'est très bien. Mais vous devez aussi nous détester, comme le dit tout le temps Gideon Levy. Ces bombes qui tombent, des F-16, ces bombes de 250 et 500 livres, elles pourraient tout aussi bien avoir été livrées par Lockheed Martin ou, vous savez, n'importe quel autre fabricant, tout autant qu'Israël lui-même. En étant complices, nous sommes finalement complices aussi, et nous voulons que cela se produise. J'ai servi dans une administration qui voulait que cela se produise. Larry, NBC a rapporté que Donald Trump a demandé aux agences de partager des renseignements avec l'administration Zelensky afin d'aider à guider les frappes de missiles et de drones à longue portée sur les infrastructures énergétiques russes. C'est la première fois, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, que l'on parle de partager des renseignements pour attaquer la Russie en profondeur sur son propre territoire. Que se passe-t-il concernant le conflit en Ukraine? Eh bien, ils peuvent partager tous les renseignements qu'ils veulent. Qu'est-ce que l'Ukraine va tirer? Vous savez, ils n'ont rien de capable d'atteindre ce dont ils parlent, une pénétration plus profonde à l'intérieur de la Russie. Mais, vous savez, le président Poutine a été interrogé à ce sujet hier à Valdai. Et encore une fois, il est resté très calme. Il ne s'est pas énervé. Il n'a pas réagi de façon émotive. Je pense que si ça avait été Medvedev qui lui avait posé la question, il aurait eu des réponses plus piquantes. Mais vous savez, Poutine reconnaît, en gros, que si les États-Unis fournissent ces renseignements et un missile Tomahawk, il dit « Nous considérions cela comme quelque chose qui changerait fondamentalement notre relation avec Washington. » Il n'a pas proféré de menaces, mais il a simplement dit que cela, nous, et il a poursuivi en disant « Écoutez, nous sommes capables de gérer cette menace, nous la battrions. » Mais il a ajouté que cela changerait la relation avec Washington. Lavrov, lors d'une conversation précédente, avait clairement indiqué que cela serait considéré comme un acte de guerre. Et ces déclarations extravagantes, je qualifierais cela de déclarations extravagantes,
deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus extravagantes à mesure que la situation militaire sur le terrain se détériore pour l'Ukraine. Et vous savez, les Russes ne relâchent absolument pas leur attaque contre l'infrastructure électrique, le réseau électrique de l'Ukraine. L'Ukraine va vraiment se retrouver dans une situation assez désespérée et sombre d'ici un mois environ. Plus encore que jamais au cours de cette guerre qui dure maintenant depuis 2 ans et demi ou 2 ans et 8 mois. Donc voilà, Poutine reconnaît que c'est la réalité, mais il ne s'est pas énervé et il n'a pas proféré de menaces en retour envers les États-Unis. Donc, ils espèrent pouvoir conclure un accord avec les États-Unis. Mais si ce n'est pas le cas, il reste assez factuel. Nous allons terminer cela militairement et ce sera aux États-Unis et aux Européens de ramasser les débris. Carl, on a demandé à Poutine ce qu'il pensait du commentaire sur le tigre de papier. Donald Trump qualifiait la Russie de tigre de papier. Voici comment il a répondu. Je détiens l'initiative stratégique avec confiance dans tous ces endroits et en réalité nous progressons de manière constante et résolue. Sommes-nous un tigre de papier? Alors, qu'est-ce que l'OTAN dans ce cas? À quoi ressemble l'OTAN si nous sommes un tigre de papier? D'accord. L'essentiel pour nous, c'est de maintenir notre... Ce type est vraiment doué. Ce qu'il aurait pu dire, mais il est trop diplomate pour l'avoir dit, c'est que les États-Unis sont un tigre de papier. Et il aurait eu absolument raison, oui, à une exception près, près de 6000 ogives nucléaires. Keith Kellogg a déclaré que les hauts responsables à Washington estiment que la Russie ne peut pas gagner le conflit en Ukraine. Qui sont ces hauts responsables qui en savent plus que Keith Kellogg? Ont-ils plus, je ne sais pas, d'expérience militaire pour pouvoir décider, d'une manière ou d'une autre, de l'issue du conflit en Ukraine, techniquement? Pete Hegseth et Donald Trump. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de plus pernicieux en jeu, parce qu'encore une fois, Cy Hersh a publié un article où il, excusez-moi, je vais éteindre ce téléphone, où il est informé par des hauts responsables que la Russie ne peut pas gagner cela. Vous savez, je pense que des gens comme John Ratcliffe et d'autres hauts responsables du renseignement diffusent en réalité des mensonges et de la désinformation. Et en conséquence, cela oriente la politique américaine vers des eaux très dangereuses. Donc, cette idée que la Russie est faible, que la Russie échoue sur le champ de bataille, et qu'il suffit de mettre un peu plus de pression pour qu'il soit vaincu, vous savez quoi? Autant dire que le lapin de Pâques rejoindra le Père Noël la veille de Noël, parce que c'est complètement fantaisiste. Nima, je voudrais juste ajouter ceci. Lorsque j'étais dans l'administration Bush, j'ai mis du temps à découvrir qu'il y avait des personnes à la CIA et ailleurs dans le complexe du renseignement qui avaient été tenues à l'écart de Powell et de la préparation de la présentation à l'ONU, par exemple, le 5 février 2003, et qui étaient en profond désaccord avec ce que nous recevions de Tenet, de McLaughlin en particulier, et d'autres qui, eux, avaient pu s'adresser à Powell. Ce que je pensais probablement se produire aujourd'hui, c'était ce même phénomène. En fait, il y avait des personnes au Mossad, au MI6, à la CIA, qui connaissaient la vérité et à qui on n'autorisait pas de la révéler. Je pense avoir compris par la suite que le fait de se convaincre mutuellement, par exemple au sein de ce triumvirat d'experts du renseignement,
à pousser même les entrailles de ces organisations, sans dire qu'il n'y a pas quelques dissidents, à suivre la ligne officielle, à s'y conformer. Nous avons donc maintenant des entités du renseignement qui participent à la supercherie. Oui, je pense que c'est tout à fait exact, parce qu'ils se sont convaincus eux-mêmes que la Russie connaît d'importantes pénuries de pétrole. Je suis en contact avec un ancien diplômé de West Point d'origine russe. Sa famille a fui les bolcheviks. Il a obtenu son diplôme de West Point en 1972, je crois, et il a servi 20 ans dans l'armée américaine. Mais maintenant, il vit à Moscou. Quand je lui ai demandé, j'ai dit, « Ici, on dit que l'économie s'effondre et qu'il y a des pénuries d'essence. » Il m'a répondu, « Je ne sais rien des pénuries d'essence. Je n'ai même pas de voiture. Les transports en commun sont excellents. » C'est un peu comme Vienne, oui. Donc, au lieu de cela, les services de renseignement, et je mets cela sur le dos de Tulsi Gabbard, parce qu'elle est en position d'arrêter réellement les mensonges. Mais maintenant, elle y contribue et les encourage. L'autre question importante dont Poutine a parlé hier était celle des drones. Il a dit qu'aujourd'hui, on a appris que dans le sud de l'Allemagne, à l'aéroport de Munich, il y avait une sorte de drone dans le ciel. Et ils ont eu tellement peur que l'aéroport a été fermé à cause de l'incident, à cause des drones. Poutine a déclaré que la raison de la présence de ces drones, et il a précisé qu'ils n'étaient pas russes tout d'abord. Il a dit qu'ils n'étaient pas russes. Nos drones ne sont pas capables d'aller aussi loin, jusqu'au Portugal ou en Allemagne. Et l'autre point était qu'ils essaient de militariser l'Europe. C'est la principale raison pour laquelle ces drones apparaissent. Mais il n'a pas mentionné d'opération sous faux drapeau. Il pourrait cependant faire quelque chose dans ce sens. Qu'en pensez-vous? C'est tout à fait possible. Je veux dire, Nima, je vais à la ferme de ma fille à Mount Airy, dans le Maryland, et elle m'emmène dehors avec une paire de jumelles 7x50, juste des jumelles ordinaires, 7x50. Et on regarde le ciel, et on voit parfois jusqu'à 25 ou 30 drones de toute taille, d'énormes drones qui ressemblent à une sorte de plateforme. On s'est dit, en les regardant une nuit, qu'Amazon participait peut-être avec des véhicules de livraison ou autres. Et on observait le vaisseau mère, pour ainsi dire, et les petits drones allaient et venaient sans arrêt. Et cela a duré des nuits entières, je veux dire 6 mois. Ce qui se passe dans le monde avec les drones, c'est que tout ce que je veux dire, c'est qu'on en voit partout. Et dire qu'ils les utilisent à des fins néfastes ne me surprend pas du tout, fausses bannières ou autres, pour effrayer les Européens ou autres. Oui, Larry, ton avis avant qu'on conclue. Oui. Je veux dire, vous savez, on a vu l'autre jour, hier, ils ont arrêté 3 Allemands. Je crois que c'était soit en Norvège, en Suède ou au Danemark qui étaient responsables d'avoir fait voler ces drones dans un espace aérien restreint. Donc c'était des Allemands, pas des Russes. Donc oui, les Européens sont désespérés d'essayer de créer une situation pour, je cite, « entrer en guerre contre la Russie ». Sauf, ils sont complètement mal préparés et n'ont pas les moyens d'entrer en guerre contre la Russie. Comme Poutine l'a souligné, la Russie combat l'OTAN depuis 2022 et s'en sort bien malgré le fait d'avoir toute l'OTAN, les États-Unis et tous les grands pays européens contre elle. Vous savez, la Russie l'emporte et l'emportera. Merci beaucoup, Colonel et Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Heureux d'être avec vous. Oui, moi aussi. La couleur me manque. Je mettrai une chemise la prochaine fois. Oui, super, d'accord. À plus tard, à bientôt, au revoir.